Bonjour à tous. Salut. Bonjour. Alors, on va juste faire déjà un petit test live, micro. Est-ce que tout fonctionne? Est-ce qu'on nous entend bien? Alors, n'hésitez pas à écrire dans le chat si on nous entend bien. Ça serait le comble pour un ingé son. Carrément. J'accepte chat. Alors, est-ce que tout le monde est. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça a l'air de fonctionner? C'est ça, le tournage, j'ai l'impression. Ok. Alors, super. Merci Khadija. Super. Alors, donc, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Jean-François, je suis le responsable pédagogique d'un master entrepreneuriat qui est en partenariat avec l'ESAM et la Why Not Factory. La Why Not Factory, c'est un incubateur de start-up. Et donc aujourd'hui, je reçois Lucas Fougard. Lucas, il est entrepreneur étudiant. Et en fait, on fait ses lives tout simplement pour vous prouver qu'entreprendre pendant ses études, c'est possible. Ça demande de l'organisation, mais c'est possible. Lucas, comment tu vas? Bah écoute, ça va super, merci Jean-François, merci de l'accueil, c'est cool. Et puis salut à la Why Not et salut aux viewers. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Ouais, je commence par le début, par le milieu. Tu veux que je raconte un peu ça comment? On va faire simple sans être trop long. Fais comme Je tu veux. m'appelle bah, je m'appelle Lucas Fougard du coup. J'ai 23 ans, j'habite à Paris, j'ai grandi dans une petite ville de campagne qui s'appelle Ville-Maréchal, qui est une toute petite ville, on doit être 300 habitants. Je suis arrivé à Paris quand j'avais 17 ans, du coup, un bac en poche. Et puis, j'avais commencé des études dans le commerce à la base. J'ai fait 6 mois, ça s'est assez mal passé dans le sens où je me suis retrouvé face à des profs qui n'avaient pas forcément du tout d'expérience pro, en fait. Et donc, du coup, moi qui était déjà, qui vient d'un bac pro, qui vient vraiment, en fait, de ce milieu où j'ai commencé à bosser assez tôt, je me reconnaissais pas du tout, en fait, dans ce qu'on m'apprenait. Du coup, je suis parti de là. Je me suis dit, OK, qu'est-ce que tu aimes faire? Bah, de la musique. OK, bon, bah, on va faire simple, on va essayer de faire des études dans la musique. J'étais pas assez bon guitariste pour rentrer dans les hautes sphères de conservatoire. Du coup, je me suis dit, OK, qu'est-ce que tu kiffes en plus que la musique? Ah bah, tu kiffes en fait, tout ce qui est toute l'atmosphère de la musique, mais notamment toute la partie technique. Et OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec la technique et la musique? Bah tiens, on match les deux et on a le métier d'ingénieur du son. C'est incroyable, ça existe. Et finalement, ouais, du coup, j'ai décidé d'entreprendre des études là-dedans. J'ai fait 3 ans, j'ai fait un bachelor là-dedans, j'ai décidé de monter ma boîte dès la première année, en fait. Ça se fait hyper rapidement. Et bah voilà, aujourd'hui, du coup, j'en ai 23. La boîte tourne depuis 3-4 ans globalement. Et puis, bah, tout se passe très bien, on est tous très contents. Voilà un peu Et, qui je suis dans les. et alors justement, comment tu te dis à 19 ans, tiens, je monte ma boîte dans la musique. En plus, c'est studio de musique, c'est assez spécifique, ça demande certaines compétences. Pourquoi en fait? Comment tu t'es dit, vas-y, je me lance, je commence mes études et je me lance dans cette boîte-là? Bah, en fait, c'était assez simple dans le sens où ce qui était cool, c'était de se dire que bah, en fait, j'avais toutes les cartes à m'apporter. J'avais toute l'expérience que pouvait m'apporter l'école, globalement, avec tous les moyens techniques que j'avais pas encore à cette époque-là. J'avais mes collègues de cours qui aujourd'hui, pour certains, sont mes associés, donc que je salue fortement. Et en fait, bah, il y avait tellement ce brassage où moi j'ai fait une école de cinéma pour vraiment comprendre en fait tout ça. Donc l'école de cinéma, c'est séparé en plusieurs parties. On a une partie Mhm. bah, purement réalisation, une partie plus audiovisuelle un peu plus large avec des BTS, des licences, et on a une partie dédiée au son, d'autres dédiées vraiment au métier de la caméra. Donc en fait, tu avais tous ces étudiants, donc de première, troisième, cinquième année, qui étaient brassés. Et en fait, du coup, Ok. ça m'a fait plein de contacts à droite à gauche. Puis je me suis dit, ah, tiens, c'est marrant, il y a un réal, et puis c'est marrant, ça devient des amis, en fait, au bout d'un moment. Puis on se retrouve à faire on est englobés, en fait, tous dans des projets communs pour l'école, qui sont des gros projets, en fait, où on nous demande d'avoir bah, une qualité quasiment pro, en prenant à chaque fois des étudiants de plein de petits modules, et en fait, t'es obligé d'être brassé. Donc, t'es brassé en plus avec des gens qui sont français, internationaux, donc c'est assez cool. Il y a une vraie émulsion, en fait, qui se fait de tout ça. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, je commençais à déjà avoir des idées de produire certains artistes, des amis à la base, et puis finalement d'autres artistes. Je me suis dit, putain, c'est cool, mais c'est con, j'ai pas de structure, j'ai rien. Ce qui serait charmant, en fait, ça serait de monter un truc, et puis de se dire, bah, go, en fait, c'est carrément le moment. Je suis entouré des acteurs, enfin, et notamment des futurs acteurs des métiers dans lesquels je travaille de demain. Bah, autant essayer de créer le plus de choses en dehors de l'école. Et donc, en fait, la chose qui a été la plus rationnelle, c'est de se dire, bah, ok, bah, je vais monter ma boîte, en fait.
Ok, c'est ok, rationnel pour toi. Et alors, Ouais, ouais. tu m'as expliqué un peu que aussi c'était ton environnement familial qui t'avait dit, qui t'avait poussé. Est-ce que tu peux aussi nous en parler un petit peu? Ouais, bah, moi j'ai eu la chance, de grandir avec, mon papa et ma maman qui sont entrepreneurs tous les 2 dans 2 domaines, complètement différents, ma mère est agricultrice et mon père a monté une boîte d'informatique globalement, donc vraiment, 2 domaines complètement séparés et je les ai toujours vus bosser en fait. J'ai toujours vu mes 2 parents, faire des choses qui leur plaisaient globalement, hem et entreprendre, moi j'ai jamais vu, mon père par exemple, il a jamais été salarié de sa vie. Il a monté sa boîte aussi assez jeune et donc, du coup, sans vouloir forcément suivre leur modèle, j'avais déjà, en fait, cette capacité de me dire: «Mais c'est carrément faisable». J'avais pas ce frein que certaines autres personnes peuvent avoir, où moi, je savais que c'était possible, en fait, de faire sa boîte et même sans forcément gagner des tas et des tas. En fait, on pouvait juste faire des choses autres que, une association et se dire: «Bah, voilà, j'ai envie de rentrer dans le milieu du travail. Je sais pas non plus par quelle porte rentrer. Bah, le mieux, c'est de créer la mienne». Donc ça s'est Ah, fait assez naturellement. Moi, ça a été une logique, en fait, qui était, sans que jamais que mes parents m'ont poussé, à monter quoi que ce soit, hein. Enfin, ils m'ont toujours soutenu à faire tout ce que je voulais et ça, c'est une chance de ouf. C'est vraiment quelque chose aussi, qui est pas du tout donné à tout le monde. Et moi, ils m'ont dit: «Bah, vas-y, si tu as envie de faire de la musique, fonce, fonce» et en fait, de fil en aiguille, bah, ça s'est fait assez naturel. alors justement, tu as ton idée de te dire, «J'adore la musique, j'ai envie de travailler dedans». Quelle a été la première étape? C'est tu t'es dit tout de suite: «Je veux un studio» et tu as commencé à chercher un studio ou tu as commencé un petit peu à comment dire? Visualiser plus ton business model? Quelles sont les étapes un peu où tu y allais un peu comme ça, «Vas-y, je fonce et puis on verra ce qui se passe»? Il y a eu un peu tout en même temps, en fait, c'est ça qui est c'est marrant. C'est-à-dire que j'ai commencé, en fait, avec, un premier projet d'un artiste que je voulais commencer à produire, qui avait pas du tout de connaissances en ingénierie sonore, mais que je trouvais chouette et je me suis dit: «OK, bah, j'ai envie de produire ce gars-là, et d'avancer un peu là-dedans». Maintenant, je me suis dit: «Maintenant, je peux pas le produire sans structure ou quoi», donc j'ai commencé, en fait, à produire cet artiste sans structure, sans rien, avec, ce que me donnait l'école, parce qu'on avait des petits studios des mini studios d'enregistrement à disposition. Je me suis dit: «Ah, c'est charmé et tout». On a À l'époque, je pense qu'on mettait peut-être 2 heures à brancher une carte son, sur un micro et à router, quelque chose avant d'avoir du son. Ouais. Et donc du coup, en fait, bah, ça s'est fait un peu comme ça et puis après, dans la lignée, je me suis dit: «Bah, voilà, j'ai envie de monter un truc» parce que j'avais déjà ce background de Mmh. parental, en gros, où c'était possible. Je me dis: «Bah, je peux essayer de lier mon projet que j'ai actuellement avec peut-être une envie d'entreprendre» et bah, ça a avancé comme ça et en fait, ça a été assez vite. Ça a été des rencontres de mon parcours qui ont fait que, bah, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit: «Ah bah, tiens, moi, je suis constructeur de studio», par exemple, au fur et à mesure du temps et puis c'est plein de petites connexions qui, au bout d'un moment, se sont réunies au même point où je me suis dit: «OK, bah, j'ai envie de monter une structure parce que ce que je peux pas faire à l'école, j'ai envie de le faire ailleurs». Parce que les Mmh studios mh. étaient pas forcément aussi bien équipés que j'en avais envie et puis dans la façon de faire et cetera. C'était la première idée. La deuxième idée, je me suis dit: «Mais en fait, c'est super parce que, je fais des études de son, c'est mortel, tout le monde fait ce qu'il aime». En fait, dans l'ingénierie sonore, il y a pas un métier. Il y a plein de métiers avec plein de spécialisations. C'est comme la médecine. En fait, l'ingénierie sonore, c'est la médecine. Mais un chirurgien plantaire, ça va être pas même qu'un dentiste, que même, quand tu vas vraiment dans le gros de la médecine, des arboristes ou de la psychanalyse, tu vois? Genre vraiment, on part sur vraiment plein de détails. Mais en fait, c'est un peu pareil pour l'ingénierie sonore et du coup, en voulant faire cet artiste, je me suis dit: «Bah, voilà, je vais commencer à avoir ce projet». Puis j'en ai eu un petit deuxième qui était plus dérivé sur l'audiovisuel et du cinéma. Je me suis dit: «Putain, c'est marrant, mais si j'essaie d'aller vers une direction, bah, j'ai une autre direction qui me plaît, mais j'ai pas forcément toujours les compétences de le faire». Je me suis dit: «C'est Mmh. dingue, en fait, il y a plein de métiers dans l'ingénierie sonore, mais j'ai du mal à trouver, en fait, un endroit qui réunit toutes ces compétences pour pouvoir, en fait, faire n'importe quel type de projet, que ce soit de l'audiovisuel, que ce soit de la musique, que ce soit de la voix off, mais en même temps partir en tournage». Donc en fait, moi, j'étais déjà dans cette sphère où je voyais tous les métiers et je les voyais tous séparés, mais je voyais pas une structure et une entité complète qui faisait tout ça. Je me dis: «Mais en fait, ça serait chambé de monter ça» et l'idée est partie vraiment de là, avec tous ces projets, en fait, qui étaient en même temps et qui avançaient à reculons. OK, ouais, donc c'était vraiment ton souhait de réunir un peu tout un tas de choses différentes et en gros, tu as monté ton propre hôpital. Tu reprends un peu C'est la exactement ça, tu si tu reprends reprends le truc, tu je me suis reprends dit: un «Bah peu voilà, je vais dans l'analogie. C'est c'est un peu alors, ça». en plus, actuellement, tu es du coup, tu es dans ton studio. C'est pour ça qu'on a Exactement. les magnifiques, lumières bleues et À la alors Star j'y Wars, étais en plus et il est vraiment complètement fou. Il est caché dans un sous-sol, enfin, c'est assez improbable. c'est Est-ce que c'est c'est cool. compliqué? Est-ce qu'il y a des particularités pour se dire: «Tiens, ça va être un beau studio et ça, en fait, c'est pas possible» ou tout peut être aménagé? Bah, encore une fois, c'est un coup de la chance. Moi, faut savoir que je suis quelqu'un, je suis né avec une bonne étoile.
Je suis né vraiment avec une bonne étoile. Et voilà, je le sais, et c'est trop cool. Et d'autres gens ont vachement plus la poisse. Moi, j'ai de la chance d'avoir. Vraiment, je suis reconnaissant parce qu'il m'arrive que enfin, souvent, il m'arrive que plus de trucs bien que de trucs mauvais. Après, peut-être que je vois vraiment la vie hyper cool et pas de côté noir. Mais il m'arrive en général pas mal de trucs bien. Et du coup, bah, pareil, en fait, ça a été des rencontres en fait que j'ai fait au fur et à mesure de mon parcours scolaire où j'étais invité dans des événements d'audio pro. J'ai rencontré des gens qui créaient des studios qui m'ont dit ok, bah ça peut être cool de partir là-dessus. En fait, c'est venu d'une discussion. Ici, c'est vraiment né d'une discussion. Ça a été créé par Olivier Bolling et Michel Deluc. C'est deux gros un concepteur de studio et un acousticien, un acousticien français qui ont créé pas mal de studios pour le coup. Ils en ont rénové pas mal. Enfin, ils sont assez connus dans le milieu. Et en fait, j'avais parlé à ce gars-là, donc Olivier Bolling, qui était sur un stand. En fait, je l'ai rencontré à l'AES, qui est en gros le salon de l'auto pour les ingénieurs du son. J'avais rencontré ce gars-là et j'avais discuté de l'idée d'ouvrir un studio, un de ces quatre, ça me ferait marrer. Et puis il m'a vu arriver avec ma casquette à l'envers, mes gros écarteurs et mon look de teenage des années 2005. Et puis il m'a dit, bah écoute, un jour si tu as un projet, tu m'appelles, je te laisse ma carte et puis on verra bien. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé vraiment, ça s'est resté dans ma tête, ça a vraiment travaillé. Et puis j'ai mes parents qui me disaient bah vas-y, si tu trouves un truc, essaie de voir, peut-être que ça pourrait valoir le coup de te lancer vraiment. Donc moi j'ai eu quand même cette force aussi d'avoir des parents qui m'ont pas, enfin, qui m'accompagnent dans tous les cas dans tout ce que je fais. Et j'ai trouvé en fait le lieu qui était une cave complète où rien n'était retapé en fait. Et en fait, ça coûtait pas très cher par rapport à des loyers à Paris. Ça coûtait vraiment rien pour le coup. Et enfin, vraiment rien. Par rapport à quand on monte une boîte, rien que prendre un local commercial, ça coûte une fortune. Et donc, du coup, ça s'est fait comme ça. Donc, j'ai réussi à trouver le lieu. Et puis, j'ai rappelé ce gars-là, donc Olivier Bolling. Je lui ai dit coucou, salut, c'est moi, le mec avec les écarteurs et la casquette à l'envers. Je sais pas si tu te rappelles de moi, mais tu m'avais dit que tu serais chaud de créer un mini studio dans Paris. Bien, ouais, bah ouais, ouais. Et puis du coup, ça s'est fait comme ça. Et 3, 4 mois après, ils attaquaient les travaux et c'est comme ça qu'ils s'est né. Alors forcément, ça a changé au fur et à mesure du temps. On n'avait pas du tout le matériel qu'on a aujourd'hui. Je crois même qu'on n'avait pas de canapé à la base. On avait des chaises pliantes. On avait juste réussi à acheter le bureau. J'avais un MacBook Pro de 2011 qui tourne encore d'ailleurs et qui surchauffait dès qu'on faisait une session. Vraiment des petites enceintes. Voilà. Enfin, on a vraiment construit petit à petit au fur et à mesure du temps. Et c'est comme ça qu'ici vraiment on est né et qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas dans le live si vous avez des questions à lui poser. Ouais, des Il sera questions. ravi de vous répondre parce que là, on a la possibilité de poser des questions. Donc, si les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, ont envie de poser des questions, surtout n'hésitez pas. Moi, j'ai une autre question. Et j'ai perdu ma question. Ça C'est arrive. de te dire, donc tu as ça. Comment on va chercher des clients dans ce milieu-là? Comment fonctionne la com? Parce que c'est assez particulier. Je suppose que ce n'est pas des posts sponsors sur Facebook en disant bah, j'ai un studio d'enregistrement, viens chez moi. Enfin, tu vois, comment on fait ça? Alors, ça, c'est assez particulier. Moi, au début, j'avais le réseau de l'école, globalement, enfin, c'est pas le réseau de l'école à proprement parler de l'école, mais plutôt des étudiants à l'intérieur sur lequel j'arrivais à graviter sur des projets. Pareil, ça a été encore de la chance, des amis qui avaient des amis, qui nous ont présenté un petit peu à du monde, et du coup, on a pu commencer à faire nos premiers projets, un petit peu comme ça. Et puis, arrive un moment où bah, les potes des potes, il n'y a plus, et il faut trouver des clients. Moi, j'ai l'avantage, c'est que j'ai un parcours qui est assez particulier, c'est-à-dire que j'ai toujours travaillé en plus d'être entrepreneur. J'ai toujours bossé, notamment dans l'immobilier. Et donc du coup, j'avais j'étais très social. L'immobilier, il faut se rendre compte qu'on rencontre des gens tout le temps, toute la journée. Et donc du coup, bah, ça a commencé à me faire aussi un autre réseau. J'ai essayé de voir si bah, les gens que je logeais, ils cherchaient pas forcément peut-être un studio ou ils n'avaient pas des projets audiovisuels. Et puis de fil en aiguille, ça commence à se faire. Là maintenant, on a complètement changé parce on n'est plus les petits jeunes de 19 ans qu'on était et on a fait pas mal de bêtises et ça c'est cool parce que ça nous a vachement servi. Maintenant, là vraiment, on est plus dans ce que des boîtes modernes font, donc c'est vraiment du business développement. On cherche nos cibles globalement et les gens sur lesquels vraiment on pourrait leur apporter une plus-value au niveau de ce qu'on fait ici. Et en fait, quand on voit comment ça avance, et ben on s'est dit ok, ces gens-là, on pourrait vraiment les aider, on pourrait être performants, peut-être qu'ils ont besoin de nous. Et puis j'ai commencé à les contacter. Moi, j'avais la chance d'avoir du coup ce côté déjà un peu agent immobilier sur les bords, qui fait que bah, du coup j'ai essayé d'aller chercher en fait les clients un petit peu moi-même. C'était maladroit au début, après on a appris à s'en sortir avec des logiciels de prospection. Enfin, c'est vraiment comme ça. Moi, je suis quelqu'un, j'apprends énormément sur le terrain.
C'est vraiment mon truc. J'apprends vraiment en autodidacte et j'aime bien me planter. C'est cool parce que finalement, en fait, on apprend plein de trucs en se Ouais, plantant. carrément. J'ai plein d'histoires à vous raconter là-dessus, avec grand plaisir. Et donc du coup, ça s'est fait comme ça. Et j'ai repris mes études, notamment cette année au sein de l'ESAM, parce que je voulais en apprendre vraiment plus aussi sur une base de développement commercial. J'avais moi ce que j'ai appris sur le terrain, qui me sert tous les jours, tout le temps, même dans mes rapports humains. Et après, j'avais pas en fait ce que d'autres boîtes et d'autres entités avaient développé depuis 50 ans, 60 ans, parce qu'il y avait plein de gens qui avaient été dedans, il y avait plein de gens qui avaient des idées, ils avaient des process, des façons de faire. Donc j'ai quand même pris ceux des boîtes d'immobilier dans lesquelles j'ai travaillé pour les inclure dans ma boîte. Et puis après, j'ai commencé à réfléchir à d'autres choses quand je suis rentré à l'ESAM. Puis ça me fait permettre de réfléchir à d'autres choses. Et puis au fur et à mesure de ma formation et de moi, ce que j'apprends sur le terrain, et d'une part de ce que j'apprends dans mon expérience entrepreneuriale, ça me permet de mixer tout ça et de trouver vraiment en fait des plans d'action. Ok. C'est le Alors, multitâche et le multi-expérience qui donne vraiment des choses. alors, j'ai une petite question. Il y a Antonin qui nous pose une Ouais. petite question. C'est comment tu as réussi à financer ton projet avec Bah, la câble, le matos, tout ça. ça a été plusieurs choses. Les trois quarts du matos, voire même 90% du matos, ça a été de petits projets en petits projets, en petits projets, en petits projets. J'ai réussi à financer le projet notamment parce que moi, je travaillais déjà dans l'immobilier. J'ai toujours travaillé dans l'immobilier, c'est-à-dire que je travaillais le samedi, le dimanche, je travaillais aussi les soirs de semaine. Euh, et l'avantage de l'immobilier à Paris, notamment, c'est que c'est un truc qui est très tendu, donc c'est un gros marché. Ça m'a permis de pouvoir avoir de l'argent régulièrement tous les mois dès que je suis arrivé à Paris, en fait, globalement. Et donc, du coup, c'est un métier aussi dans lequel, à l'époque, ça se fait moins maintenant, mais à l'époque, si on connaissait un peu des vieux de la vieille, ils vous apprenaient un peu parce qu'eux aussi n'avaient pas fait forcément d'études dedans. Donc, c'était assez accessible. Ça l'est encore aujourd'hui, d'ailleurs. Sauf quand on vient vraiment dans le cas de l'expertise. Et donc du coup, c'est quelque chose en fait où moi j'ai toujours continué à bosser pour pouvoir financer en fait mon projet. Donc ça peut être des petits prêts, ça peut être j'ai revendu du matos, j'ai revendu ma moto à l'époque. J'avais une moto quand j'avais 16 ans, je l'ai revendue pour acheter mon bureau. Ça a été vraiment de petite économie en petite économie en petite économie. Ok. Et puis Et après, c'est bon, c'est vrai que moi j'ai toujours bossé et l'avantage de l'immobilier, c'est que quand on vend un appartement, globalement, on a des grosses sommes d'argent qui rentrent. C'est tous les 3-4 mois. Mais quand on vend bien, c'est quand même des sommes d'argent qui sont assez importantes, ce qui permet vraiment de financer pas mal de choses. ok. Voilà pour le. Il n'y avait pas vraiment de plan de financement, ça a été vraiment. Ça s'est fait un peu à l'arrache. Ok, on y va, c'est parti, on verra bien. En fait, on fonce. Et puis, moi, je marche beaucoup comme ça. Et ça m'a valu des galères. J'ai eu des grosses galères avec le RSI parce que j'ai foncé et je pensais pas que ça allait passer comme ça. Mais c'est hyper formateur d'un côté. Et je sais que maintenant, je me frotterai plus au RSI. Si vous me Alors, voyez. ça fait plusieurs fois que tu me parles de cette petite histoire sur le RSI. Est-ce que tu peux la développer, s'il te plaît? Yes, yes, avec Et plaisir. de prévenir aussi les entrepreneurs qui peuvent se retrouver dans cette situation. Yes. Et du coup, alors peut-être que ça marche. Je parle pour moi et je parle vraiment pour moi. Je suis pas du tout un expert, notamment sur le. Je sais monter une boîte, mais je suis nul pour rédiger des statuts. Euh, on a une juriste et une avocate ici, enfin une future avocate chez Mountain, qui est Alexandra Payou, qui travaille avec nous, qui est une de nos associées et qui m'a sauvé la vie un milliard de fois là-dessus. Si tu nous vois, Alex, bisous. Et en fait, ça s'est fait comment? Du coup, j'ai monté ma boîte très jeune. Du coup, je me suis dit, putain, je savais pas monter ma boîte. J'avais pas vraiment assez d'argent pour aller vraiment chez un avocat, faire des statuts sérieux, etc. Donc, du coup, je me suis dit, OK, je vais monter une SARL. Je me rappelais que mon père avait une SARL il y a 25 ans. Donc, du coup, je me suis dit, OK, on va monter une SARL aussi. Puis, je voulais surtout pouvoir avoir des associés. Donc, en fait, j'ai toujours aimé le travail de groupe. Donc, je voulais pas du tout monter une micro-entreprise et vraiment que tout le bénéfice me soit reversé à moi. Je parle de bénéfices de prestige, pas du tout financier. Donc du coup, j'ai monté ma salle et puis j'étais gérant majoritaire. Et quand on est gérant majoritaire, même si on ne se salarie pas en France, vous attrapez le RSI. Donc en fait, le fait de monter une boîte en France, si vous êtes gérant majoritaire, vous prenez 1800 euros par an alors que vous ne dégagez pas en euros. La première année, normalement, vous le faites sauter. Moi, j'ai pas été assez malin pour faire tous les papiers, donc du coup, là, c'était pas mal parce que la boîte est en train de monter. On vient d'essayer de faire ses premiers achats et de dépenser tout son argent pour retaper des choses. Là, le studio est très beau, mais si je vous montre là, les cages d'escalier, il y a encore des toiles d'araignée. Donc, c'est des choses qui mettent vraiment du temps. C'est très long. Et donc, du coup, je monte ma boîte, tout se passe bien. Et je reçois un premier collègue du RSI. Bonjour, monsieur, veuillez nous donner, je crois que c'était 450 euros par trimestre, quelque chose dans le genre. Je dis bonjour, mais vous êtes qui? Déjà, qui est le RSI? Je me suis jamais affilié à ça. Et là, tu commences à te rendre compte que finalement, tu as été un peu vite. Pourquoi pas après? Moi, ça l'a fait pour moi, donc tant mieux. J'ai été un peu vite et donc du coup, il commence à me demander de l'argent.
Je me dis, attends, je gagne pas d'argent, je me rémunère pas, comment c'est possible que je vous dois de l'argent? Ah, mais tu t'es pas assez renseigné, en fait, si tu es gérant majoritaire d'une SARL, tu es affilié au RSI. Donc, pour la petite astuce d'ailleurs, si vous voulez une petite astuce, si vous voulez être gérant majoritaire quand même, bah, vous vous mettez à 49% et vous mettez 1% à vos deux parents, et ça vous permet d'être majoritaire tout en étant techniquement minoritaire. Ouais, la, la petite astuce. C'est la petite astuce. Enfin voilà, nous ça marchait parce que voilà, moi je voulais vraiment une salle parce que je voulais des associés et je voulais vraiment que ça soit clair et net entre nous et qu'ils se retrouvent pas juste enfin dans le monde de l'audiovisuel, il y a pas mal de gens qu'on utilise juste pour une mission et qu'après on ne recontacte plus jamais. C'est pas ingrat, mais c'est quand même un milieu où il y a énormément de demandes pour très peu de personnes qui arrivent à accéder. Le statut d'intermittent n'est pas là pour rien. C'est un statut qui est assez précaire. Il n'y a pas de prêt globalement. C'est quelque chose qui est assez difficile. Et je me suis dit non, moi je veux vraiment pas de ça. Je veux casser ces codes-là. Je veux ce côté startup où tout le monde y gagne. Je veux ce côté assez jeune. Et donc du coup, bah, le meilleur moyen c'était de monter une salle, en tout cas pour moi. Et petite anecdote, Alexandra nous a refait nos statuts après, histoire vraiment qu'on soit nickel. Donc finalement, peut-être que ça vaut le coup des fois de se faire conseiller. Après, tout dépend de vos moyens, tout dépend de votre âge. J'avais aussi 19 ans. Ouais, Donc le seul truc que je voyais, moi, c'était d'essayer de monter un truc et que ça marche à peu près. Là, la vision est différente, c'est sûr. alors, j'ai une question de Islam, j'espère que j'écorche pas trop. Quel genre de musique tu masterises et tu enregistres dans ton studio? Bah, ça dépend complètement, en fait. Ça dépend de l'ingénieur déjà qui va masteriser. Je suis pas tout seul ici pour vraiment comprendre le truc. On est trois ingés. Robin Durand qui est spécialisé dans l'audiovisuel, donc c'est-à-dire le tournage, tout ce que vous faites, tout ce qui est lié à l'ingénierie sonore du cinéma. La voix off, c'est vraiment dédié au cinéma, le mixage, l'édition, le perchman, etc. Robin, il est en plus il est maxi multitâche, donc vraiment il est dédié au cinéma. Lorenzo, Baseletti, qui est dédié à la musique. Donc lui, qui fait un peu tout style de musique, mais qui a quand même une grosse préférence pour. Ses parents sont chiliens, donc il a toute cette culture hyper Amérique latine. Tous les trucs qui groove, que ça soit du gros funk, du gros jazz, c'est vraiment son truc. Mais il est très très bon dans le rap notamment. Il est très bon dans la techno. En fait, on n'a pas décidé de. Pour revenir en fait à l'idée de monter un record, on s'est pas dit on va devoir se spécialiser dans un style. Non, le but c'est vraiment d'être global. On a masterisé de la techno. Du moment qu'en fait l'artiste est cool et qui colle en fait avec l'idée du studio de venir s'asseoir ici, de discuter pendant un petit moment pour vraiment comprendre son projet et pas juste de se pointer en mode bonjour, je veux me masteriser, ça coûte 40 balles, ok, salut, bonne soirée. C'est vraiment, nous on a voulu vraiment casser ce côté-là, un peu studio où il faut enchaîner. Vous voyez, il y a une petite théière sur le côté, il y a un petit canapé. Le but c'est vraiment déjà de commencer par nous, on reçoit tous nos artistes. Que ce soit dans l'audiovisuel ou la musique, on les reçoit, on les met sur le canapé, salut, voilà, qu'est-ce que tu veux réellement? Comment on peut t'aider à avoir ton son et comment on peut t'aider à vraiment avancer, que ce soit en mastering, qu'est-ce que tu aimes en mastering, quelles sont tes références. Et donc, du coup, c'est comme ça un peu qu'on fait. Donc, on n'a pas vraiment un style particulier, on a plutôt une façon de faire qu'on essaie toujours de reproduire. Alors, j'ai aussi une autre question de Ouais. Loris. Yes. Comment tu vois Mountain Records dans 5 ans? Ah, Comment peut-être je vais dans deux monter. ans? Bientôt? Ouais, mais même je sais pas, après, c'est fait d'aller à la ville. J'aimerais surtout que, moi, mes deux associés, notamment, qui bossent tout le temps ici, Robin et Lorenzo, ils aient vraiment un max de projets, qui soient hyper épanouis dans ce qu'ils font. C'est-à-dire que dans 5 ans, si on a plein de projets mais qui sont hyper tristes, ça ira pas parce qu'on bosse ensemble, on a un trinôme quand même au minimum, plus Alexandra qui est avec nous en backup, etc. Mais si eux déjà sont pas happy et ça leur va pas, bah ça ira pas en fait, on n'arrivera pas à avancer. Donc le but c'est aussi de coordonner un petit peu tous ces points. Mais globalement dans 5 ans, j'aimerais bien. Bah en fait, il y a plein d'autres caves autour de nous. On les voit pas. Le truc, ça serait charmé, ça serait de réussir à en acheter d'autres et en fait de faire une spécialité dans les studios. C'est-à-dire déjà d'avoir vraiment deux entités, Mountain Record musique, Mountain Record audiovisuel, pouvoir avoir pas mal de gros tournages, notamment à l'étranger, pour pouvoir en fait switcher, essayer d'avoir une équipe qui tourne et surtout faire des projets. Ce que je cherche vraiment d'ici 5 ans, c'est avoir la direction sonore complète de gros projets en fait. Qu'on soit là, comme on est plusieurs, en fait, on est trois nous en tant qu'ingé, mais il y a d'autres gens qui gravitent autour de nous. Il y a des sound designers, il y a des compositeurs, il y a des artistes, il y a des interprètes. Il y a vraiment plein de gens en fait qui gravitent dans ce studio. Donc globalement, le but c'est qu'avec toute cette équipe qu'on est en train de former encore aujourd'hui, de près ou de loin en fait dans cette entité qui est Mountain, on arrive en fait à avoir la direction complète du coup d'un service sonore et de pouvoir gérer de l'enregistrement de plateau à la bande son, au bruitage, au sound design, au mixage, à tout en fait, et qu'on soit vraiment capable d'être une entité complète qui peut résoudre tous les problèmes sonores et être là sur tous les maillons de la chaîne.
C'est vraiment le but, en fait, dans 5 ans, c'est que vraiment on soit là, qu'on soit reconnu notamment, pour être capable de suivre, en fait, cette qualité audio qu'on veut vraiment apporter à la musique. C'est un peu comme ça. C'est comme une chaîne, en fait. Et globalement, s'il y a un maillon de la chaîne qui est un petit peu faible, bah, tous ceux qui sont après, ils vont en pâtir. Donc le but, c'est vraiment de garder cette qualité qu'on aime et ce savoir-faire qu'on a ici, notamment avec tous les gens qui gravitent autour, et vraiment d'arriver sur des projets où on peut prendre l'entièreté du son et essayer de donner le meilleur de nous. Alors, je reviens un petit peu, peut-être un petit peu en arrière sur le début. Qu'est-ce qui a été, alors c'est une question de Sven, qu'est-ce qui a été le plus dur dans la création de ta société? Est-ce qu'à un moment donné, tu as douté? Parce que tu sais, il y a ce fameux syndrome de Ah ouais, l'imposteur. Tu as carrément. 19 ans. Comment tu as géré ça? Bah moi, je suis un peu un âne, donc je me suis toujours dit que j'allais y aller. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans la création de ta société? Ça a été, je pense, on a eu un gros souci, nous, dans la création de la société. Ça se voit pas ici, parce que ça a été réparé, mais il y a eu un jour, on est arrivé un matin dans le studio, il y a eu un énorme dégât des eaux. On était en plein projet, ça faisait 3 mois qu'on bossait sur une pré-prod d'un artiste. On était à fond dessus, tout se passait bien dans le meilleur des mondes. Et on arrive, on a dit, OK, bah, le truc, c'est comme il y a de la flotte qui tombe du plafond, parce que je suis arrivé le matin, il y avait une mare d'eau, globalement. On s'est dit, heureusement, on n'a pas de matos qui est touché, mais il faut qu'on évacue tout le studio. Et moi qui bosse dans l'immobilier, je sais combien de temps ça peut prendre une recherche de fuite. Donc, globalement, là, ça a été un coup dur pour toute la team. Parce que plus personne pouvait bosser au stud, on avait les meilleurs avis, on avait les projets, on avait la capacité de le faire, et tout a été ruiné en un matin où on est arrivé. Vous avez géré comment? Bah, on a déménagé le studio dans l'appart d'un pote. On a fini les projets comme on pouvait. On a fait réparer la fuite d'eau. Ça a mis quasiment 3 mois. Oh, C'était super chaud parce qu'on a perdu un de nos contrats à cause de ça. On n'était plus en capacité de recevoir aucun client. Et puis c'était je crois qu'au bout d'un an et demi ou 2 ans. Donc on était en plein essor de OK, putain, on va réussir enfin à pouvoir avancer et faire d'autres trucs. Bah non, en fait, ça nous a complètement coupé les sous le pied. Ça a mis un gros coup au moral à tout le monde, notamment à moi, notamment à mes associés. C'était putain, mais qu'est-ce qu'on va faire du coup? Le syndrome de l'imposteur, je l'ai moins eu parce que je m'en suis toujours un peu fiché et j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Mais les gros coups durs, ça a été vraiment ça. C'est créer la boîte, c'est cool. Ça va, on arrive à s'en sortir. Et puis au moment où vraiment on commence à se lancer, on se casse la gueule. Alors là, il y a deux solutions. Soit on arrête tout, et nous, ça a fallu faire le cas. On s'est dit, OK, c'est mort. Ça se trouve, la fuite, elle va prendre 6 mois. Puis ça a recommencé à couler au bout d'un mois et demi. Donc on s'est dit, OK, c'est mort. On va se reprendre encore une flotte. Il y a une colonne d'eau qui va péter. Tout le matos sur lequel on a investi, ça se trouve, on va se réveiller un matin et on va avoir de l'eau jusque-là. Donc tout sera foutu. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc du coup, c'est pas mal remis en question. Moi, à cette époque-là, j'ai pas arrêté l'entrepreneuriat. Mais pendant 4 à 5 mois, je me suis focus sur du salariat et vraiment histoire de refaire des fonds parce que là, du coup, on avait tout donné, ça devait passer avec ce projet et ben, en fait, non. Donc, du coup, j'ai toujours été salarié, même encore aujourd'hui, je suis salarié en même temps que l'entrepreneuriat, mais là, du coup, j'ai dû vraiment faire du 50 heures par semaine dans l'immobilier, histoire de retrouver des sous, de pouvoir me débrouiller. Ça s'est fait. Au bout de 5-6 mois, du coup, on s'est vraiment tous remis. On a fait une grosse réunion avec tout le monde. OK, qu'est-ce qu'on fait? On en est où? Bah voilà, ça fait 5 mois globalement qu'on n'a plus de contrat quasiment, on a eu 3 mois d'arrêt. On ne sait pas si je me réveille un matin et que j'arrive au studio et ça se trouve on a encore la même galère. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on avance? Et là, moi j'ai eu la chance d'avoir des associés qui m'ont dit OK, ben on va structurer encore plus ce qu'on avait déjà fait. Donc forcément, quand tu as 19 ans, tu n'as pas du tout la même structure quand tu en as 23, 24 en général. Et on s'est dit, OK, on va vraiment structurer ça. On va décider de, là, vraiment adopter des plannings de prospection hyper précis. On n'a pas essayé de prévoir dès le début, OK, il nous faut un planning de prospection, il nous faut ça, ça, ça. On s'est dit, on va go with the flow et on voit un peu ce que ça donne. Et là, à partir de ce moment-là, on a eu notre premier coup dur. On s'est dit, OK, si on veut vraiment que ça marche, si on veut vraiment que ça soit impeccable et nickel, il faut vraiment qu'on structure le truc plus que ça. On avait plus ce côté startup parce qu'on existait déjà un petit peu. Donc, on a décidé de se remettre sur une structure. Moi, je me suis inspiré de tout ce que j'avais appris, notamment dans mon salariat, les méthodes de prospection, les méthodes de facturation, vraiment. C'est bien, tout le monde peut faire des factures sur Internet, clairement. Maintenant, avoir un vrai tableau quand ça commence à arriver, quand ça commence à débarquer, on ne sait plus où on en est. Surtout quand tu n'es pas le seul à facturer, vous êtes trois à facturer, il y a des factures qui passent en dessous avec des numéros. Là, ça commence vite à être la guerre. Ce coup dur, en fait, a été une force pour nous parce que c'est ce qui nous a permis de nous dire, OK, bon, on a 3 mois, 4, 5, 6 mois d'arrêt au final, le temps que les projets reviennent. Parce que le problème des projets audiovisuels, c'est que ça part par vague. On commence une session et puis des fois, ça peut arriver tous les 3, 4 mois.
Des fois, on peut mettre 2 ou 3 mois sur un projet et puis retrouver un projet le troisième ou le quatrième mois, etc. Donc, du coup, on ne retrouve pas un projet dès le lendemain au moment où on a réouvert globalement. Donc, ça a été assez long et ça nous a permis vraiment de nous structurer et d'adopter la ligne de conduite qu'on a aujourd'hui, notamment au niveau de la boîte. Et voilà. Est-ce que du coup, j'ai douté du projet à un moment? Oui et non, parce que le projet, en fait, ça a toujours été ma passion. Moi, c'est pour ça aussi que j'ai entrepris. C'est parce que moi, la zik, je me lève matin, je mange zik, le midi, je sors, j'écoute de la zik. Enfin, c'est mon truc. Je fais de la guitare depuis que je suis petit. J'ai eu la passion qui m'a été transmise par mon père. Donc, du coup, en fait, j'ai toujours grandi dans la zik. Je me suis toujours dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire ce matin? J'ai envie de faire de la gratte. Là, je me suis dit, putain, qu'est-ce que j'ai envie de faire ce matin? Enregistrer des mecs qui font de la gratte et les aider à être encore meilleurs. Et là, ça a commencé vraiment à être cool. Et du coup, en fait, douter du projet, pas vraiment. Maintenant, douter du fait que tout le monde allait être super solidaire, même dans les galères, ça, on ne sait pas trop. Alors justement, il y a une question de Camille qui revient un peu sur le côté salariat et sur ta boîte. Est-ce que tu penses un jour dédier 100% de ton temps à ton studio ou tu veux garder ce mode de fonctionnement avec le salariat à côté? En réalité, en fait, on voit souvent le côté salarié, entrepreneur, un peu en bataille. Les entrepreneurs disent oui, mais moi je fais ce que je veux de mon temps, moi je me fais vraiment ce que j'ai envie. Les salariés qui disent oui, mais nous on a la protection de l'emploi, etc. Moi, j'ai jamais été dans ce débat-là. J'ai toujours dit, en fait, on peut faire les deux. Après, oui, il faut mettre beaucoup de temps de sa vie, il faut pas compter ses jours, pas compter ses journées, pas compter ses vacances non plus. Mais ça n'a jamais été en fait une guerre. Je me suis hyper épanoui dans le salariat parce que ça m'a permis de voir en fait des gens bosser dans d'autres différentes façons et d'essayer de les remettre dans ma boîte. Notamment dans l'immobilier où il y a beaucoup de développement commercial, du coup, tout ce que j'apprenais dans l'immobilier, j'ai pu le remettre dans ma boîte. Et inversement, tout ce que je mettais en place dans ma boîte et qui fonctionnait vraiment, je me suis dit, mais je peux le remettre dans l'immobilier en fait. Donc ça a toujours été en fait deux rouages qui travaillaient ensemble et j'ai jamais eu cette idée d'arrêter. Oui, si un jour vraiment je peux plus faire les deux et j'arrive pas à être compétent dans les deux, peut-être que je laisserai tomber un des deux. Mais pour le coup, je trouve que les deux s'apparentent super bien et ça permet vraiment de trouver un bon équilibre, d'une part financier, parce que quand on monte une boîte, c'est pas toujours facile. Alors oui, il y a d'autres choses qui sont possibles. On n'est pas obligé d'être en temps plein. On peut être en part-time. On peut essayer de... Il y a plein de façons maintenant d'essayer de gagner de l'argent et de travailler qui peuvent être un peu différentes du 35 heures 9h 18h globalement. Donc je pense pas que c'est un souci ou c'est un choix à faire. C'est tant que pour l'instant les deux tournent bien et le problème c'est que si j'arrêtais un des deux, je serais vachement moins performant sur l'autre parce que ce qui ferait que j'aurais en fait il me manquerait une information. Aujourd'hui, on est plus dans un monde vraiment de la data et de la donnée. En fait, je récupère plein d'informations à droite et plein d'informations à gauche. Donc, j'ai pas réellement intérêt, en tout cas personnellement, à quitter un des deux. Ouais, tu as vraiment trouvé ton équilibre avec ça. Ouais. Alors, quand on rajoute les études au milieu, parce que là, tu as repris ton master, comment tu t'organises aussi? Parce que justement, en tant qu'étudiant entrepreneur, est-ce qu'il y a le petit conseil ou le petit truc, ta petite routine où tu dis, OK, comment tu fais pour gérer ces trois trucs-là? Je suis pas un excellent élève, donc c'est voilà. Mais il faut déjà aussi être dans des études qu'on kiffe. Donc du coup, si on est dans des études qu'on aime, globalement, on va être aussi avec des gens plus ou moins qui ont un peu ces mêmes envies. Naturellement, ça match. Après, il faut savoir surtout aussi délimiter un peu son temps. Tu vois, là, par exemple, j'ai racheté une télé et une Play pendant le confinement. Ça faisait 4 ans que j'avais pas de télé, pas de Play, même pas de box internet à la maison. OK. Moi, j'avais vraiment pour le coup dédié ma vie à ce que j'aimais. Donc, en fait, travailler dans ce que j'aimais, mais aussi travailler pour l'immobilier, parce que finalement, l'immobilier, moi, c'est quelque chose que j'adore. Actuellement, je suis business developer chez Renture Paris, qui est une société de gestion de patrimoine. Et c'est génial. C'est trop cool, en fait. J'ai jamais eu ce côté à devoir choisir. Donc, du coup, quand on ramène après plutôt le côté comment dire, étudiant, en fait, il faut vraiment essayer de part-timer un petit peu tout ça, faire ses devoirs quand tu peux les faire, et pas éviter de les faire, prendre de l'avance. Je pense que c'est aussi ça, le gros conseil, c'est prendre de l'avance. Si tu peux torcher des devoirs à l'avance, excuse-moi du mot, mais vas-y, vraiment fais-le, quoi. Parce que je suis le premier à finir des devoirs le mardi soir à minuit et demi pour les envoyer le mercredi matin à 9h. Donc, je suis Bah pas bien. forcément le meilleur des exemples. Mais quand on peut prendre de l'avance, faut le faire. Et puis en plus, on n'est pas tout seul quand on s'en rend pas compte, mais en fait, on est une classe. Même si on est alternant, on voit quand même les gens une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les 3 semaines. Et moi, j'ai la chance d'avoir une classe super cool. Vraiment, où il y a plein de bonnes idées, plein de bons projets, et tout le monde est hyper aidant. Et donc, en fait, quand tu es porté par cette classe qui est hyper aidant, porté par ce côté salariat qui te fait plaisir, et peut-être par ce côté entrepreneur que tu kiffes, en fait, ça peut pas forcément mal marcher. Après, faut faire un effort, il faut être sérieux.
mais c'est pas non plus surhumain. Je pense que la quantité de travail en master, elle est conséquente, mais si on s'y prend à l'avance, ça devrait le faire. Je pense qu'on peut carrément tout faire. Alors ouais, il y a plein de gens qui vont me dire oui, mais moi je fais une licence et j'arrive pas à travailler en même temps. Très bien, tout le monde est différent aussi. Ouais. Il faut C'est ton savoir, rythme à toi aussi, c'est ton équilibre à toi et tu as réussi à le trouver. moi j'ai réussi à le trouver, peut-être que pour plein d'autres gens, ça sera pas le leur. Après, je suis assez hyperactif dans la vie, donc moi j'ai besoin de faire des trucs, de me lever et d'avancer. Il y a plein de gens qui n'ont pas du tout ce même mode de fonctionnement et ça marchera très bien pour eux. Donc en réalité, ça sera toujours un petit peu, ça sera vraiment par rapport à toi-même et par rapport à ce que tu veux, ce que tu as envie. Euh, Si vraiment ça te botte et si vraiment ça te plaît ce que tu as envie de faire, qu'importe que ce soit du salariat, de l'entrepreneuriat ou tes études, bah, donne-toi à fond et finalement ça marche quand même un minimum. Bah, c'est ouais, puis pour en avoir pas mal discuté aussi avec toi, c'est tu le vois dans l'entrepreneuriat et d'autant plus dans ta passion qui est la musique, c'est qu'on aurait pu en discuter des heures en fait de la musique, de m'expliquer le concert des Red Hot, de Ouais, m'expliquer tiens là, enfin, et c'est ça où c'est intéressant, c'est que comme tu es passionné, tu vois pas le temps passer aussi. carrément. Et c'est Je là sais pas où si... Exactement, exactement. Je sais pas si j'aurais entrepris dans un domaine qui me passionnait pas. Ça, c'est aussi une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, j'étais déjà dedans depuis un bout de temps, je baignais dedans, j'écoutais, j'analysais déjà de la gigue depuis un bout de temps. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui était ancré. Donc, ça a été quelque chose d'assez naturel. Et bah, je recherche des idées, par exemple, j'en parlais un petit peu avec toi il y a quelques temps pour essayer, pourquoi pas, de remonter une deuxième boîte, parce qu'en fait, c'est Mhm. super cool. Je parlerai après pourquoi j'ai envie de monter une deuxième boîte si tu veux. Mais en fait, si je trouve pas quelque chose dans lequel je suis passionné, j'arriverai pas à m'y mettre à fond. Mais c'est comme des étudiants qui font des études. Bah, en fait, ils font des études pour les parents ou ils font des études pour faire des études. Ça sert pas à grand chose en réalité. Les études, c'est fait étudier pour toi, c'est ton métier plus tard, c'est ce que tu vas faire, que ce soit entrepreneur ou n'importe quoi. Je fais des études dans. Alors, je te dis pas oui, fais des études pour faire des études. Je te dis fais des études parce que tu as envie d'apprendre quelque chose. C'est aussi ça, les études, c'est apprendre. Donc, en soi-même, que c'est apprendre du management, des sciences sociales ou de l'histoire, si tu aimes ce que tu fais, globalement, enfin, ça passe. Et si tu as envie d'entreprendre dans ça, peut-être que ça sera un petit peu plus facile parce que tu connais le domaine. Je ne monterai pas demain un fonds d'investissement. Voilà. Donc, et il y a plein de gens qui peut-être qui seront nés là-dedans et qui se diront, bah voilà, en fait, on a des potes qui sont start-upers, on a envie de les aider et qui, naturellement, ça se fera. Je pense que c'est aussi plein de petites choses qui se connectent entre elles et qui permettent vraiment d'avancer. Alors il y a une petite question de Pilou sur le nom de ta boîte, ça vient d'où? Mountain Record. Ça vient d'où en Oui, fait? yes, bah je cherchais un nom de boîte. Et moi, j'ai la chance d'aller régulièrement à la montagne. Donc, j'ai mes parents qui y sont très souvent aussi. Et c'est un milieu où c'est hyper cool, c'est hyper calme. Et puis être au sommet, c'est génial. Et puis quand tu es tout en bas, tu te dis putain, c'est impressionnant. Et je me suis dit putain, la montagne, c'est chouette. C'est vraiment chouette quand même. Et en partant de ce principe-là, je me suis dit, mais en fait, c'est un peu comme un film ou un peu comme un morceau de musique. En fait, il y a ce que l'auditeur il entend tout en haut, qui est juste le produit fini, et puis en fait, il y a tout ce qu'il y a eu derrière, jusqu'à l'idée de base, qui est le socle de ce que vraiment on fait. En fait, c'est pareil dans le cinéma. Au final, il y a le spectateur qui va regarder lui, le film complètement fini. Puis tout en bas, il y a tous ceux qui se sont dit, on va essayer de faire un film, on va l'écrire, on va essayer de le produire, et qui l'ont poussé, jusqu'à arriver où on prend un DVD, on va au ciné, on se dit, oh, ce film était cool. Mais en fait, il y a eu tellement de recherche, il y a eu tellement de travail derrière que je trouvais que la montagne symbolisait bien, en fait, ce point final qui est diffusé peut-être partout, que tout le monde peut voir le sommet, mais tout le monde ne voit pas forcément la base. Sympa. Ça, Ouais, je connaissais pas et sympa. Wow. Alors, ça va quasiment bientôt être la fin de ce live. Est-ce que tu peux aussi nous raconter un autre moment marquant dans la carrière, dans ta carrière là, d'ingé son? Qu'est-ce où tu t'es dit, oula, là, il faut que j'arrête, ou où tu t'es dit, il faut que je fasse autrement? Est-ce qu'il y a un moment comme ça qui te vient en tête où tu t'es dit, tiens, il faut vraiment que j'apprenne à faire autrement? bah, il y a un moment où justement on commençait à avoir un petit peu moins de clients, notamment, où Ouais. il y a eu une baisse. Et je me suis dit, OK, bah, il y a des soucis, on n'a plus de clients, pourtant on a un studio, il est apte à être tourné, on a des bons ingés, on a des gens qui sont formés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, je me suis vraiment mis en question, j'ai essayé de remettre en question aussi un petit peu mes associés en leur disant, bah, les mecs, putain, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut qu'on apprenne vraiment à récupérer du client, à comprendre comment on pouvait vraiment les inclure dans notre projet à nous qui était. C'est pas une usine à clients. Globalement, on n'accueille pas 500 personnes par jour ici. Le but, c'est vraiment de fédérer des gens autour de l'idée qu'on peut faire de la super zik ensemble et que c'est en prenant du plaisir, en faisant de la musique, que ça se ressent vraiment à l'écoute. Donc, du coup, je me suis dit, OK, bah, il faut vraiment que j'avance moi sur la partie commerciale
parce que eux étaient vraiment pour le coup plus en tant qu'ingé en train de produire. Il faut vraiment que j'avance dedans. Et du coup, ça a été un moment de doute énorme parce que je me suis dit, mais je sais pas comment faire. Je sais vendre des appartements, nickel. Je sais louer des appartements, super. Je sais monter des dossiers, nickel, génial. Je fais comment pour ramener un client à la maison? Et du coup, tu as fait comment? Comment t'as Bah, trouvé? Tu t'es planté? Ouais, j'ai pris des techniques que j'avais vues dans l'immobilier. Je me suis vachement renseigné sur Internet aussi. Je me suis vachement renseigné sur les techniques sur Internet. Et puis j'ai eu la chance aussi, au moment, notamment en septembre, je suis rentré je suis rentré à l'ESAM et ça m'a donné quand même un petit boost au niveau du studio en me disant, OK, bon, on peut reprendre encore pas mal de choses. On vivait un petit peu sur nos acquis. En plus, j'ai changé de boîte j'ai fini mon dernier contrat de 3 ans, en septembre et j'ai repris du coup en octobre dans la nouvelle boîte dans laquelle je suis. Donc j'avais un autre poste. En plus, je faisais vraiment que du développement commercial et pas du tout côté agent immobilier. Donc ça m'a aussi vachement aidé. J'ai repris de leur méthodologie et ça m'a vraiment lancé dedans. Mais il y a eu un moment où vraiment on s'est dit putain, mais qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas de clients, demain on a personne. Donc nous, on a la chance aussi de pas avoir trop de crédit sur la tête. On n'est pas un bar où vraiment pour le coup on est ric-rac et il faut vraiment qu'on ait 10 ou 12 000 euros. Mais d'un côté, on n'est pas aussi accessible qu'un bar où il suffit juste de taquer pour rentrer. Donc il y avait vraiment plein de problématiques que d'autres n'avaient pas. Alors, Le confinement n'a pas trop fait de mal à MR. Si, ça pique. Ça pique énormément. Nous, on avait la chance d'avoir un peu de trésor et d'avoir prévu un petit peu le truc. Et puis de se rémunérer, pas forcément sur des grosses sommes, mais plutôt de petits projets à petits projets à petits projets à petits projets. Parce qu'à ce moment, on a un très gros projet qui sortira dans 1 an et qui s'appelle House of Gaunt, qui sont un fan film des Chroniques de Voldemort qui commence à prendre vraiment beaucoup d'ampleur. On a eu 2 crowdfunding super bien fait là-dessus. Pour le coup, Mountain est à la direction du son, donc c'est assez cool où vraiment là on gère tout. Ça va faire, je pense qu'il va faire 25 ou une demi-heure. C'est un projet qui a été relié par BFM, par beaucoup de gros médias en tout cas. Donc ça nous a vraiment dit, OK, on peut vraiment le faire. Ça, c'est encore je crois qu'il sortira, si tout se passe bien, il devrait sortir décembre, janvier. Si Joris voit cette vidéo, je suis désolé si je me suis planté sur la date. Mais comment t'as chopé ce genre de contrat? Comment on chope un jour, tu vois, d'être sur ce genre de truc hyper intéressant et qui potentiellement peut t'apporter plein de trucs? l'école, en fait, tout simplement. J'avais un autre gars qui bossait sur un autre projet. Je me suis dit, ah, c'est cool ton projet, est-ce que je peux rencontrer le réal? J'avais rencontré le réal, puis il m'a fait rencontrer un autre gars, puis qui m'a fait rencontrer un autre gars. Puis je suis tombé nez à nez avec Joris, par exemple, qui est le réalisateur de Joris Faucon, pour les intimes, qui est le réalisateur de House of Gaunt. Et on s'est trouvé à Montparnasse, il m'a parlé de son idée un peu folle de dire, ouais, j'ai envie de faire un film comme si on avait 50 millions d'euros, sauf qu'on a 50 000 balles. Ah ouais, c'est Trop exactement ça, en bien. fait. C'est exactement ça. Et le mec, faut voir, moi j'étais là à la naissance du projet où il n'y avait rien qui était tourné, etc. On a quand même tourné dans le château de Fontainebleau, on l'a loué, on a fait vraiment des trucs le projet a une envergure de dingue. Vraiment, ça a une envergure de dingue. On a Maxence de Scam, Scam, la grosse série française qui est dedans. Enfin, il y a énormément de choses en fait qui sont arrivées. Et Joris, c'est justement était là. On prenait une bière pour la première fois parce qu'on avait décidé de se rencontrer. Moi, j'avais déjà Mountain qui était pas comme ça, mais qui a été déjà un peu avancé. Lui, son idée de projet. Je lui dis, vas-y, je te suis en fait. Ça a l'air tellement dingue de faire un film avec 50 000 balles qu'on n'avait même pas d'ailleurs parce qu'on a fait du crowdfunding. Et au final, ça s'est fait tellement simplement. C'est-à-dire que bon, il y a eu plein de galères forcément, mais il y a une équipe qui a commencé à suivre, puis une autre équipe, puis une autre équipe. Puis je dis, oh tiens, on a trouvé la chef d'éco, puis les régisseurs, puis machin, puis machin. Tout le monde est bénévole sur ce projet pour le coup. Donc c'est ça qui est assez dingue. Et ce truc-là a pris une ampleur de dingue. On s'est retrouvé en équipe de tournage. On était une quarantaine, une cinquantaine, avec, je sais pas, 150 figurants. On avait fait une salle de bal dans le château de Fontainebleau et c'était exceptionnel. C'est des trucs où c'est dingue, c'est dingue. Et en fait, c'est plein de petites choses. C'est mon côté aussi assez social, mais c'est plein de petites choses qui ont permis en fait à la réalisation de ce projet. C'est des rencontres, des petites choses. Alors, autre question de Victoria. Je pense que ce sera la dernière. Quel est le projet qui a le plus construit ou boosté Mountain Records? Il y a pas mal, il n'y a pas vraiment de gros projets qui ont boosté Mountain en particulier, dans le sens où déjà on est 3. On est 3 ingés. Moi, je bosse moins maintenant en tant qu'ingé. Maintenant, je m'occupe vraiment du développement de la boîte. Mais on est 3. Donc, du coup, il faut part-timer le temps. Il faut pouvoir réussir à avoir plein de choses. Il n'y a pas vraiment de gros projets qu'on construit au Booster Mountain, mais plutôt il y a des grosses rencontres qui nous ont permis vraiment de connaître d'autres gens, qui nous ont envoyé d'autres gens qui après ont parlé de nous. Je pense que c'est plutôt des grosses rencontres. On va Et penser. une rencontre marquante justement pour toi. Tu vois, quelle est la personne ou le musicien où tu t'es dit, tiens, j'ai vraiment adoré ce moment, ça m'a vraiment donné envie de continuer là-dedans?
pour faire un peu de promo, là, on a notre ami Nick qui nous suit depuis le début, en fait, qui bossait chez Home Studio, qui a un magasin qui vend du matos dédié à l'ingénierie sonore. Et par exemple, Nick, au début, nous a commencé à nous faire des petits tarifs sur des câbles, etc. À l'époque où vraiment on sortait des billets de 20 balles parce que c'est tout ce qu'on avait, quoi. Et puis au fur et à mesure du temps, les choses ont avancé. Il nous a envoyé du monde. Pour le coup, il nous a aidé à envoyer plein de monde. Il a envoyé des super artistes ici en leur parlant de nous parce que forcément, il était vraiment en contact et au cœur d'eux parce qu'il était vraiment dans cette dialogue et cette vente de ce matos-là. Donc, il savait qui savait l'utiliser globalement. Et donc, du coup, il nous a vraiment aidé à parler de nous, à partager. C'est quelqu'un qui a été assez boostant et c'est une belle rencontre, notamment pour Mountain. Et là, dernièrement, du coup, il est arrivé à un point où, en fait, c'est l'ancien MC de Micronologie, donc un groupe qui était assez connu pendant un moment, qui a pas mal tourné, il a fait des gros festoches. Et il avait raccroché un peu le micro, globalement. Enfin, pas autant qu'avant. Et je crois que ça fait un bout de temps qu'il n'avait pas sorti de projet. Et là, il a son projet, je crois qu'il sort demain, qui a été fait chez nous, qui a été fait par notre ingé Lorenzo, qui a été fait vraiment dans ce cocon-là, avec des super beatmakers de dingue. Et c'est vraiment un projet qui tient à cœur parce que bah, on l'a vu aussi évoluer comme lui nous a vu évoluer. Lorenzo a passé un temps de fou dessus, ils sont venus enregistrer ici. C'est vraiment tout cette. En fait, Mountain, on n'est pas que trois, on n'est pas que nos associés. Il y a vraiment tous les gens qui viennent graviter autour de nous et que soit on aide à travailler sur des projets, soit on pousse en fait à avancer et à aller plus loin et qui nous poussent aussi en même temps. Donc en fait, il n'y a pas vraiment la rencontre, mais c'est plein de rencontres qui nous ont permis de rencontrer plein de gens. Donc s'il y a aussi une personne qu'on doit remercier, c'est Nick. Nick qui pour le coup a vraiment été hyper cool avec nous et quand on est arrivé avec nos petites têtes de 19 ans dans son shop qui nous a dit bah ok si tu veux vas-y go. Ok. Je pense. Alors, on va finir ce live. Quel serait le dernier conseil pour des entrepreneurs qui peuvent hésiter ou qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Faites ce que vous aimez. Clairement, c'est mais même dans la vie, en fait, en général, faites ce que vous kiffez. Faites pas quelque chose par défaut parce qu'au bout d'un moment, vous allez craquer. Que vous mettiez 10, 20 ans, 30 ans ou 35 ans avant de craquer, faites ce que vous aimez. Alors oui, on n'est pas obligé. Enfin, il y a plein de gens qui vont me dire oui, mais tout le monde n'est pas obligé de travailler dans ce qu'il aime. Ok, c'est un peu utopiste sur les bords, mais si vous avez un truc qui vous plaît, que ça soit dans l'entrepreneuriat et dans la vie, foncez. Parce que clairement, bah, il pourra vous arriver des galères, mais vous arrivera tellement de trucs bien que ça surpassera en fait toutes les galères qui peuvent vous arriver. Que ça soit l'exemple pour ici ou je pense pour plein d'autres gens. Faites ce que vous avez envie de faire et hum, soyez pas spectateur de ce que vous avez envie de faire. Kiffez vraiment, allez jusqu'au bout. Ça passe par le travail, ça passe par une hygiène de vie, ça passe par plein de trucs en fait. Mais allez-y jusqu'au bout. Ok. Comme Je pense dirait que notre cher Loïc oui, Gache, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Je pense qu'il y a toutes les rencontres. complètement. Et complètement. Et en plus, pour avoir souvent parlé avec toi, c'est vraiment les rencontres qu'on fait aussi, ce qui est monter le record et ce qu'on fait. Enfin, et c'est ça Et aussi, comme et je le vois de plus en plus dans l'entrepreneuriat, en fait. C'est les rencontres, les gens que tu vas rencontrer, les idées qu'ils vont te donner, il faut être humble par rapport à ça, qui vont te permettre de grandir. Et ouais, c'est exactement. Et prenez les points de vue de tout le monde, en fait, parce que même si vous n'êtes pas d'accord, bah, vous allez prendre plein d'informations et finalement, ces informations, c'est ces bonnes informations. Retenez toujours les bonnes informations. Et il y a toujours des petits trucs à apprendre qui vous permettront de vous sortir de plein de situations un peu galères. Je pense que c'est ok. vraiment le mot de la fin qui fait. Point barre. Ok, ben, on finit là-dessus. Il faut rien Yes. ajouter de plus, juste kiffer, point barre. Merci à tous, merci pour ce 5e live. Merci à toi, Lucas. Et puis on se retrouve à une prochaine pour un 6e live. Salut à tous! Yes, avec plaisir. Merci encore.